était définitive. Dans le même temps, la Russie et le Tadjikistan offrent leurs services de transit aux Américains pour l'approvisionnement des troupes en Afghanistan. Enfin, Nicolas Sarkozy s'est adressé aux Français hier soir à la télévision sur le thème de la crise. Le chef de l'État consent des gestes sociaux pour apaiser l'opinion. Il recevra à l'Élysée les syndicats le 18 février prochain. Le père de la bombe atomique pakistanaise Abdulkader Khan doit être libéré, décision de la justice du Pakistan. Le scientifique avait reconnu s'être livré à des activités de prolifération nucléaire. Il est maintenant un héros national. Correspondance depuis Islamabad signée Mathieu Mabin. Abdulkader Khan est une des icônes populaires pakistanaises depuis qu'il a permis au pays de s'asseoir au rang des puissances nucléaires mondiales. C'était en 1998. L'homme est aujourd'hui âgé de 72 ans, il est d'origine indienne et a travaillé pendant une vingtaine d'années à un projet nucléaire dit civil avant de reconnaître, juste après les premiers essais nucléaires en 1998, qu'il s'agissait en réalité de nucléaire militaire. Mathieu, pourquoi Abdulkader Khan est retenu actuellement en résidence surveillée ? Alors, c'est l'ancien président Pervez Musharraf qui l'a placé en résidence surveillée après qu'il a reproché aux militaires pakistanais de participer à un trafic international d'armes nucléaires, notamment avec la Corée du Nord, l'Iran et la Libye. En réalité, l'accusation s'est retournée contre le scientifique en 2003, lorsque Washington, alors proche du président Musharraf, avait demandé des sanctions contre le professeur Khan et son laboratoire. Cela confirme une théorie déjà largement défendue ici, selon laquelle ce sont bien les militaires américains qui ont la main sur la bombe pakistanaise, d'où le peu d'inquiétude manifestée par les administrations américaines successives. Et il y a 5 ans, le professeur Khan avait été contraint par le gouvernement Musharraf à faire des aveux télévisés, aveux selon lesquels il reconnaissait avoir effectivement mis ses connaissances au service de puissances étrangères. La décision de fermer la base américaine au Kyrgyzstan est définitive, annonce du gouvernement de Bichkek ce matin. La base est pourtant cruciale pour l'approvisionnement des troupes de la coalition en Afghanistan. Dans le même temps, la Russie et le Tadjikistan se disent prêts à autoriser le transit de matériel vers l'Afghanistan. Moscou souffle le chaud et le froid en direction de la nouvelle administration Obama, juste avant la conférence de Munich de ce week-end sur la sécurité où un grand marchandage pourrait avoir lieu entre Washington et Moscou. Dans l'actualité française, une semaine après la grosse manifestation du 29 janvier, Nicolas Sarkozy a tenté d'expliquer aux Français son action pour faire face à la crise. Le chef de l'État s'est dit prêt à discuter à l'Élysée dans 2 semaines avec les syndicats et le patronat. Il a promis par ailleurs d'affecter intégralement à des mesures sociales le produit des intérêts dus par les banques en échange des 20 milliards d'euros d'aide qu'elles ont perçus depuis l'automne. Réaction méfiante de la part des syndicats qui doivent se réunir lundi pour définir les suite à donner à la manifestation du 29 janvier. La CGT, entend poursuivre la mobilisation. Parmi ces propositions, le chef de l'État demande d'aller plus loin sur l'indemnisation du chômage partiel, une mesure destinée notamment à l'industrie automobile. Comment réagissent les ouvriers de ce secteur ? Reportage chez PSA, Peugeot Citroën, à Aulnay-sous-Bois, en région parisienne. Laurent Geoffrin, il est 6 heures passées. C'est le virage social de l'Élysée. Dans le bus qui les amène à l'usine Peugeot Citroën d'Aulnay, les ouvriers sont encore dans un demi-sommeil. Ils commencent tôt, mais ils ont écouté le discours du président hier soir. Résultat, une grosse déception. Toutes les attentes qui ont été remontées par la rue, il ne les a pas du tout entendues. C'est pour ça qu'il y a un gros problème. Aujourd'hui, tout le monde attendait qu'il allait peut-être faire un geste pour le SMIC, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même revaloriser le SMIC. C'était tous les gouvernements précédents. C'est ce qu'il faisait, lui, n'a même pas fait. Parce que les belles paroles qu'il a, c'est pas pour nous ça. Maintenant, pour les patrons, peut-être, mais pour nous, en tant qu'ouvriers, non. Dans cette usine, on fabrique les Citroën C2 et C3. Les salariés s'estiment moins menacés que leurs collègues de Poissy, mais ils espéraient au moins un geste en faveur du pouvoir d'achat. En fait, le président maintient le cap de son plan de relance. C'est pas en aidant les banques que ça va aider les gens directement, aussi bien sur leur salaire, leur pouvoir d'achat et aussi les conditions de travail, quoi. Sentiment que tout le pognon va toujours au même, à ceux qui en ont déjà plein, qui en ont pas besoin. Il revient même pas sur le bouclier fiscal, c'est quand même un truc de dingue. La taxe professionnelle, c'est encore un cadeau au patronat. Et puis qui va payer ? Les citoyens ?
C'est les impôts locaux qui vont augmenter. Bon, il y en a marre, ça fait des années qu'on paye. Devant les portes, les délégués syndicaux envisagent déjà de reprendre les banderoles. Il va continuer exactement la même politique. Bon, on se retrouvera dans la rue, hein. Pas de problème les gars, non? Ouais. En attendant, ils reprennent le travail avec l'impression que ce discours ne va pas changer grand-chose à leur quotidien et à leur avenir. J-4 avant les élections générales en Israël, l'écart se réduit entre le Likoud de Benyamin Netanyahou et le parti centriste Kadima dirigé par Tzipi Livni. La troisième formation du prochain Parlement pourrait être Israël Beitanu, un parti d'extrême droite qui mord sur l'électorat du Chasse, le parti religieux ultra-orthodoxe dont la figure centrale est un rabbin de 88 ans. Reportage de Marc de Chalvron, notre correspondant à Jérusalem. Le rabbin Ovadia Yosef devant les rouleaux de la Torah. La plus grande personnalité religieuse du monde séfarade dans sa synagogue personnelle, entouré de ses voisins et sa garde rapprochée. Au premier rang, le rabbin Nissim Ze'ev. La prière de l'aube à peine terminée, le rabbin s'éclipse dans ses appartements. L'attente ne fait que commencer. Je vois là-bas ceux qui attendent. Ça fait une semaine ou deux qu'ils ont demandé un entretien. Vénéré par ses fidèles, le rabbin Ovadia sollicité comme peu de personnes en Israël. Le rabbin Ovadia, c'est l'autorité de notre génération. Celui qui obéit à ses instructions doit respecter tout ce qu'il dit. Quand notre maître demande de voter chasse, c'est une obligation religieuse. Autorité religieuse mais aussi politique. C'est à ce titre d'ailleurs que le rabbin Ze'ev, député du Chasse, sollicite lui aussi un entretien. J'aimerais que le rabbin, dans son discours hebdomadaire du samedi soir, parle de chasse, qu'il dise en quoi nous sommes différents, surtout par rapport à Lieberman. Le rabbin Ze'ev obtiendra finalement sa bénédiction. Image rare, instant privilégié. Cette fidélité au rabbin Ovadia, c'est ce qui motive également au QG de campagne du Chasse, à l'image de Yossi, militant, dit-il, depuis qu'il est né. C'est à cause du rabbin Ovadia. Si le rabbin dit, alors je le fais. Ce dévouement garantit un minimum de 10 sièges à la Knesset, une base que le Chasse n'hésite pas à monnayer pour rentrer dans une coalition, quelle qu'elle soit. Moi j'en suis certain, quel que soit notre résultat, le Chasse sera dans le gouvernement, peu importe qui sera le prochain Premier ministre. Après avoir fait chuter le gouvernement Kadima, le Chasse se verrait bien dans un gouvernement Likoud demain. Un seul objectif, rester dans la coalition au pouvoir pour mieux servir les fidèles. Aux États-Unis, les boîtes noires de l'Airbus qui avaient réussi à se poser le mois dernier sur le fleuve Hudson en plein Manhattan ont révélé leur secret. Elles montrent l'incroyable sang-froid dont a fait preuve le pilote de l'avion. L'image a fait le tour du monde, l'amérissage d'un Airbus dans l'Hudson et le sauvetage de 155 passagers. On découvre aujourd'hui les échanges du commandant de bord avec la tour de contrôle. Son sang-froid est impressionnant. Cactus 1539 hit birds, lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Tower, stop your departures, got emergency returning. We're unable, we may end up in the Hudson. Mais la tour de contrôle ne semble pas comprendre la gravité de la situation. Elle lui propose un autre aéroport. Hi, Cactus 1549, it's going to be left traffic to runway 31. Unable. Okay, what do you need to land? You want to try to go to Teterboro? Yes. Turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Okay, which runway would you like at Teterboro? We're going to be in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? Et puis plus rien. La suite appartient à la légende de l'aviation. Modeste jusqu'au bout, celui qui est devenu un héros national a juste dit qu'il avait fait son boulot. Les transports de nouveau perturbés par la neige en Grande-Bretagne. Les aéroports de Luton dans le nord de Londres et de Bristol dans le sud-ouest de l'Angleterre ont dû suspendre leur vol ce vendredi matin. Plusieurs centaines d'automobilistes ont dû être secourus dans la nuit. Perturbations également en Irlande du Nord et en Écosse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est dans une vingtaine de minutes.